Dans ta tête, il y a un shoot de sérotonine qui opère, et dans sa tête, il y a un shoot de sérotonine qui opère. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un échange d'une hormone, d'une neurohormone, voilà, qui va réduire les douleurs, réduire l'anxiété. On a l'impression que maintenant, tout le monde sait que le stress, c'est contagieux, dans les entreprises, etc. Mais il ne faut pas oublier de dire que la bienveillance, ça l'est aussi. Christian Bobin, qui est un poète que j'adore aussi, il disait « L'aventure commence au bout du jardin ». Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Bienvenue dans le 3e podcast enregistré avec Giacomo Di Falco, oncopsychologue et hypnothérapeute. Quelle chance j'ai eu de pouvoir passer du temps de qualité avec lui pour enregistrer ces 3 superbes épisodes. Le premier, à quoi sert un psy ? Le second, un autre regard sur la vie, et celui-ci, les angoisses sont-elles une fatalité ? Quand on discute avec Giacomo, on parle de 1000 choses, donc vous pouvez imaginer que nous avons abordé bien plus que ce que les titres suggèrent. J'ai envie de citer 2 mots, la naïveté et la fraîcheur. C'est ce que Giacomo incarne. Il est si important de garder une certaine candeur, une simplicité naturelle. La naïveté n'empêche pas d'avoir de l'esprit, c'est une manière de voir le monde, ainsi que son approche avec ses patients. Dans ce podcast, nous avons parlé de la contagion du stress, mais aussi de la contagion de la bienveillance et de nos fameux neurones miroirs. Nous avons également parlé de la peur, de l'angoisse et de la très grande différence entre les deux. Et comme Giacomo utilise toujours des images, de la poésie et des citations pour illustrer ses propos, il a parlé d'arrêter le train des angoisses par la pensée magique. Est-ce que c'est pas génial ça ? Je reprends une citation de Mark Twain que Giacomo a partagée avec nous. J'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. Nous sommes si nombreux à nous faire parfois des films, à anticiper, à nous créer des scénarios impossibles que nous considérons comme réels. C'est comme si nous montions dans le train de l'angoisse et que nous vivions toutes ces angoisses au présent. Comment sortir du train ? Comme dans le premier podcast, nous avons encore échangé sur l'effondrement de notre système de croyances lorsque nous sommes confrontés à l'annonce d'une maladie ou à une autre épreuve de la vie. Giacomo nous dit « Quelque chose s'écroule, mais quelque chose peut se reconstruire derrière ». Nous avons parlé de l'importance des petits pas, des premiers petits pas et de la qualité de ces petits pas plutôt que de la quantité, pour se remettre dans la vie quand ça ne va vraiment plus. Je terminerai cette série de 3 podcasts en remerciant chaleureusement Giacomo pour le temps qu'il a consacré non seulement à moi, mais à nous tous. C'est très précieux et je reprends une phrase qu'il a dite « N'oubliez pas que avant la maladie ou l'épreuve de la vie, vous avez déjà eu d'autres épreuves et vous les avez traversées. » Et je réponds à ça « Célébrons toutes nos petites victoires, car des épreuves, nous en aurons encore un paquet à gérer tant que nous sommes vivants. Et je préfère être vivante avec des épreuves à gérer plutôt que plus là. » Belle écoute à tous. Bonjour Giacomo, ça fait le 3e podcast qu'on enregistre là d'affilée. Bonjour Delphine. Et on ne le publiera pas tous en même temps, donc ça fait un peu rigolo de se dire bonjour 3 fois. Ouais. Mais vaut mieux 3 que 0. Vaut mieux 3 que 0. Et donc, voilà, notre 3e podcast, une série de 3 magnifiques podcasts. À quoi sert un psy ? Le premier podcast. On n'a pas parlé que de ça, où Giacomo s'est présenté en long et en large. On a parlé de plein de sujets. Est-ce que je l'ai redit un petit peu qu'est-ce que tu as envie de dire sur le premier podcast, en fait, si tu pouvais résumer le premier podcast ? Je trouve que cette question est importante parce que c'est vrai qu'on peut se demander à quoi ça sert un psy dans une situation qui, objectivement, est difficile. On a cette image du psy qui va aider des gens qui ont des pathologies mentales. Alors que là, moi, ma spécificité en tant que psycho-oncologue, c'est que 99% de mes patients sont des gens comme toi et moi. Donc, et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Pour moi, c'est très vertigineux. Ça aide mon empathie aussi à me dire, mais en fait,
je pourrais vraiment être assis à la place de cette personne. Ouais. Tu vois, tout simplement. Et du Ouais. coup, ça me permet de... Oh là, On entend le petit chat. oui, là, attends. c'est mon chat. C'est pas grave. Il participe. Avec Oui, nous. voilà. Allez, viens. Oui. Donc oui, je pense que, pas restaurer, mais je dirais réviser l'image qu'on a du psy. Je pense que c'est important parce que ce serait dommage de se couper d'une aide possible Bien sûr. en restant sur des préjugés finalement. Et c'est vrai que les préjugés qu'on a sur les psys, c'est un truc assez austère où on est allongé sur un divan avec un barbu. Bon, absolument rien à voir un psy en 2023. Enfin, ça peut, hein, si on veut vraiment. Oui. On peut faire ça. Si vraiment on veut, on peut. Mais par contre, le fait de rencontrer un psy en 2023, c'est avoir quelqu'un qui va être dans des solutions pragmatiques, qui va chercher des solutions avec vous. Mon chat veut te faire un câlin. Bah oui, c'est trop mignon. Il s'est mis derrière moi. Oui, voilà. donc je sens Ça une va, t'as petite pas peur des chaleur. chats, non? J'adore. Ah bon, je ça sens va. une petite Ok. chaleur dans mon dos. donc- Oui, lui, Mais, tout. d'habitude, on dit que les chats se mettent près Je de... sais pas, mais je sais que eux nous collent beaucoup. J'en ai 2 des chats et en fait ils sont tout le temps collés à nous. Mais on dit pas qu'ils se mettent près des bonnes ondes et tout ça, donc je sais Ah bah pas, si, il c'est vrai il que- est collé à mon dos, donc je me dis... C'est vrai que quand ça gueule à la maison, les chats se barrent. Donc là, je pense que c'est Là, qu'ils il se est sentent bien. bien. Bah Il oui, est bien. ils se mettraient pas là. Tu sais, ils sont sincères les animaux. Hein. Alors, le deuxième podcast, on a parlé d'un nouveau regard sur la vie. On a parlé de plein de choses. Hein. Rien ne se passe jamais comme prévu. Tu Ouais. nous as raconté une magnifique histoire d'un de tes patients qui ne devait pas passer le week-end et qui est Eh toujours là, Mm. avec une histoire de musique, d'accordéon. Je vous laisse découvrir, en tout cas, le deuxième podcast. Hein. Ça fait un peu un petit teaser. On va parler là les angoisses, la mort, Mhm. les angoisses de mort. Giacomo, t'aimes toujours bien prendre une petite phrase, une petite citation Oui. pour commencer le podcast. Et tu en as choisi une pour ce podcast. Est-ce que tu t'en souviens? C'est celle de Mark Twain? Ah non, Ah non. Épicure. Ah, c'est Épicure. Ah oui. Je dirais celle de Mark Twain après alors parce que j'adore aussi. dis les cette, deux alors. Ouais. Épicure, hein, qui dit un truc, encore une fois, les philosophes grecs d'il y a 2000 ans avaient déjà tout compris à l'époque. Et peut-être que 2000 ans auparavant, tu sais, c'est des savoirs humains qui se transmettent, tout ça. Ouais. Donc, c'est pas. Je pense que quand les gens savent observer, ils savent lire ce genre de choses. Épicure, il disait quand je suis là, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, je ne suis plus là. Donc, c'est tellement naïf. Tu vois ce que je veux dire? On parlait de naïveté dans le podcast précédent. Ouais, j'adore. C'est- Je retiendrai quand même un mot à travers tous ces podcasts, c'est cette naïveté, cette Exactement. fraîcheur, en fait. Ouais. C'est ça. En fait, cette naïveté, elle est tout le temps à portée de main et elle peut beaucoup nous aider dans toutes les épreuves, finalement, de la vie. Parce que je souhaite à tout le monde d'avoir encore d'autres épreuves après celle du cancer, parce que ça veut dire que c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y en avait sûrement eu déjà avant aussi, d'ailleurs. Et je demande aux personnes de bien se rappeler comment elles ont traversé les épreuves, parce que elles ont déjà l'expérience d'avoir traversé des épreuves. Donc, celle-ci en est une autre. Et Ouais. elle a l'air plus intense, parce que c'est celle qu'on est en train de vivre là en ce moment. Mais cette phrase d'Épicure qui est hautement naïve, je trouve qu'elle elle nous rafraîchit, parce qu'effectivement, on n'est pas mort tant qu'on est vivant. Ouais, et on va parler. On a déjà un petit peu parlé d'espoir. Ouais. J'aimerais bien que on va commencer par ça parce qu'on l'avait mis pour le deuxième podcast. Alors, tu sais, moi, j'ai constaté quelque chose quand j'ai créé mon groupe de soutien sur Facebook. J'ai fait une petite analyse de l'espoir et je me suis dit, c'est incroyable. En fait, j'ai vraiment constaté qu'il y avait 3 groupes de personnes. Mhm. Premier groupe de personnes, comme si elles avaient plus d'espoir, en fait. Des femmes plombées, plombantes aussi, hein, parce Oui, que oui. voilà, donc plus beaucoup d'espoir. Elles débarquent dans le groupe de soutien, elles sont complètement désespérées. Elles sont probablement dans des phases. Ouais. Enfin, on a des phases de désespoir. Elles sont probablement dans cette phase-là. Je ne dis pas que elles vont rester là tout le temps. Hein. Deuxième catégorie de personnes, des femmes qui, alors c'est un groupe de soutien de femmes qui, ça va. Voilà, elles suivent leur traitement, elles sont plus ou moins optimistes. Donc voilà, des femmes qui suivent leur traitement. Mhm. Et puis tu as un troisième groupe de personnes que j'ai appelé les lucioles. Alors oui. là, c'est vraiment, elles sont déjà probablement à un stade plus loin, hein, déjà Ouais. d'acceptation. Et je ne dis pas, il n'y a pas de jugement de valeur, tu vois, Non, sur, bien sûr. tous ces groupes. Plus d'acceptation. Et alors, je sais pas, elles émanent une espèce de lumière comme ça et elles redonnent de l'espoir à tout le monde. Alors, on voit les nanas du groupe 1 qui débarquent, retrouvent un peu d'espoir grâce aux lucioles et grâce aux nanas du groupe 2. Et puis, tout à coup, elles ont de nouveau de l'espoir. Qu'est-ce qui se passe après? Quand il y a de nouveau des nanas qui arrivent du groupe 1 dans le groupe de soutien, ah ben, celles
qui étaient dans le groupe 1, qui n'avaient plus d'espoir, qui ont retrouvé un peu d'espoir, redonnent de l'espoir. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? L'espoir est plus contagieux que le Covid. Oui, c'est vrai. Mais oui, Mais je me suis dit, c'est quand même incroyable, quoi. Il faut cultiver, en fait, cet espoir. Bien sûr. En fait, petite parenthèse, je trouve ça génial que tu les appelles les lucioles et moi je les appelle les lucides. Non mais c'est vrai, il y a ce truc, il y a un truc avec la lumière. Oui. Effectivement, il y a un truc qui me plaît bien là-dedans. Tu vois, bon, fermeture de parenthèse. Ouais. Mais je te poserai encore des questions sur ça marche. Les lucides. Ouais. Mais oui, effectivement, les états psychologiques sont bien évidemment contagieux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus discret, subtil, peut-être. Quoique, finalement, quand tu transmets un virus, à part le fait d'éternuer, de tousser, etc., on le voit pas non plus, le virus. Tu vois ce que je veux dire? Mais très honnêtement, tu prends une personne ultra stressée et tu la mets dans une pièce avec 10 autres personnes, il y a fort à parier qu'au bout d'1 heure, tout le monde est stressé. C'est dingue ce que tu voilà. dis, Matt. Et l'inverse est vrai aussi. Tu fais une pièce avec 10 personnes ultra stressées et tu fais rentrer un mec ou une nana hyper détendue, et ben c'est possible que ce soit contagieux et qu'il apaise vachement la situation. Et tu vois, tout ça, c'est au nom de choses subtiles, invisibles, les comportements non verbaux. Ou peut-être pas si invisible que ça, en fait. Parce que quand on a... Bon, je parle un peu beaucoup de moi dans ce podcast, mais par exemple, quand j'ai appris mon cancer, j'étais tout de suite sur Google et je suis tombée sur les vidéos de Lily Sohn, qui est une jeune femme qui a appris son cancer à 27-28 ans. Ouais. Elle était un peu la première à faire des vidéos sur les réseaux et tout ça. Et elle a écrit La guerre des tétons. Elle avait des vidéos qui étaient hyper optimistes. Et je les regardais en boucle comme un enfant peut regarder des dessins animés en boucle. Et en fait... Alors là, c'est pas subtil, c'est simplement, elle me redonnait de l'espoir en barre, quoi. Oui, voilà. Je me suis dit, si elle a réussi à traverser cette épreuve, elle a été vraiment un exemple pour moi, cette femme. Oui, mais toi, tu le sais, parce que c'est toi qui le vivais. Oui. Si quelqu'un t'avait regardé de l'extérieur, on aurait juste vu quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus discret. Oui. Mais pourtant, c'est ultra présent. Ces états-là, ces états d'esprit, les états psychologiques des gens, la façon qu'ils ont d'interagir entre eux, etc., c'est ce qui fait tout le lit de toute notre société, de notre façon de vivre ensemble, etc. Mais on ne peut pas le toucher, tu vois, d'une certaine façon. C'est compliqué. Oui. Donc, au nom de quoi? Mais au nom maintenant de choses, c'est pas de la magie, hein, quoique j'aime beaucoup la magie, parce qu'il y aura toujours, j'espère, de la magie. C'est au nom de tout ce qu'on ne maîtrise pas, justement, tout ce qu'on ignore encore, qui est d'une étendue infinie, évidemment. Le mystère aussi, certains l'appellent le mystère. Enfin bon, bref, les choses incroyables qui nous arrivent chaque jour et qui peuvent arriver toutes les 5 minutes. Incroyablement belle aussi d'ailleurs. Oui. Eh bien, on commence quand même à avancer un petit peu dans la science et au nom de ce que je te disais dans le précédent podcast sur les recherches en neuro. En fait, on sait quand même maintenant que dans le cerveau, on a des neurones miroirs, par exemple. Donc, pourquoi on les appelle les neurones miroirs? C'est parce qu'en fait, c'est ceux qui vont s'occuper de réagir en mimétisme avec les autres. Voilà. Donc, c'est drôle parce qu'en fait, effectivement, là, tu peux comprendre comment un état de stress ou un état de bien-être, il peut être contagieux. Et puis... il y a une étude aussi qui est sortie il y a quelques années. C'était en sociaux, je ne sais plus. Il y a par exemple, ils ont montré que quand tu souris à quelqu'un... Alors, imaginons la situation où tu rentres dans une boutique, hein, comme la plupart des gens sont bien élevés et puis bienveillants. Enfin, il me plaît de le croire. Hein. Eh bien, tu rentres, il y a quelqu'un qui te suit, tu lui tiens la porte, tu lui fais un petit sourire parce que tu as été bien élevé, etc. Et il te rend un petit sourire parce que lui aussi a été bien élevé. Eh bien, dans ta tête, il y a un shoot de sérotonine qui opère, et dans sa tête, il y a un shoot de sérotonine qui opère. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un échange d'une hormone, d'une neurohormone, voilà, qui va réduire les douleurs, réduire l'anxiété. Et puis, alors, il y a un truc qui est encore plus incroyable, c'est que s'il y a des gens, tu rentres dans un magasin, et il peut y avoir des gens dans l'entourage qui sont pas forcément, enfin, qui sont près de toi. S'ils voient la scène du coin de l'œil sans y être forcément attentive, et ben leur cerveau aussi va sécréter la sérotonine. Ça donne envie de sourire tout le temps. Oui, évidemment. Écoute. Parce que, évidemment, ça veut dire que la bienveillance aussi, c'est contagieux. On a l'impression que maintenant, tout le monde sait que le stress, c'est contagieux, hein, dans les entreprises, etc. Mais il ne faut pas oublier de dire que la bienveillance, ça l'est aussi. Je crois que c'est important. Surtout dans des situations hospitalières. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ce que les médecins projettent parfois sans s'en rendre compte. Leurs angoisses, par exemple. Hein. Tu vois, quand tu es anxieux et que tu veux faire croire à quelqu'un que ça va aller, c'est compliqué de lui mentir. Parce que tout ton comportement trahit. Tu le disais dans le précédent podcast, là, avec la tête d'enterrement. Enfin, tu peux le répéter, là. Oui. Un de mes patients qui m'a dit un jour, et c'est ça qui m'a fait comprendre ce type de processus avec les comportements non verbaux,
C'est un de mes patients qui m'a dit un jour, comment voulez-vous que j'ai pas peur de la mort ? À chaque fois qu'il y a un toubib qui rentre dans la pièce, c'est avec une gueule d'enterrement. Alors ça, vraiment, d'abord, ça m'a fait marrer, et ensuite, ça m'a fait réfléchir. Donc, bienveillance contagieuse, espoir contagieux aussi. Bien sûr. Oui. Et il n'y a pas de faux espoirs. Oui, oui. Mais oui. Oui, il n'y a pas de faux espoirs. Et non, parce que au nom de quoi il y aurait de vrais désespoirs alors ? Puisqu'on ignore ce qui va se passer dans l'avenir. Et comme l'espoir est un pari qu'on ne perd jamais, et tout ce qu'on s'est dit au cours des précédents podcasts, etc., on peut pas... Alors, les médecins, c'est un vrai débat qu'on a avec certains médecins, mais ils commencent à changer. Et il y en a beaucoup qui veulent pas donner de faux espoirs, hein, c'est ça. Hein, c'est exactement ça. Tu l'entends quand même. C'est hein. exactement ça. On peut pas donner de faux espoirs aux gens. Et moi, je leur dis, mais parce que tu penses que tu sais ce qui va se passer pour eux dans l'avenir ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas savoir. Même avec les résultats d'examen là sont catastrophiques. Mais tu vois, au nom du patient accordéoniste dont je te parlais tout à l'heure, Oui. mon boulot de psy, c'était quoi à un moment donné ? De revenir dans l'équation et de lui donner de l'espoir, un projet. Parce que l'espoir, ça se matérialise. Mais donc on est bien d'accord, c'est même, on parle d'espoir en fin de vie aussi. Hein, évidemment, ouais, mais en fait, il y a aussi une passion. Alors moi, tu sais, c'est mes patients qui m'ont tout appris quasiment, donc j'ai aucun mérite en fait. Mais non, mais il y a deux phrases qui vont très très bien ensemble. C'est des phrases que tout le monde connaît et c'est pour ça que je les aime beaucoup d'ailleurs. C'est une patiente qui m'a dit ça un jour et ça a fait tilt chez moi. En fait, j'aurais dû lui demander combien je lui devais d'ailleurs, parce que. Mais bon, cette patiente, elle m'a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout le monde connaît cette phrase. Bon. Et elle m'a dit la suite, et ces deux phrases-là sont très vertueuses ensemble, l'espoir fait vivre. Tu prends ces deux phrases-là, et ça te fait une espèce de moteur. Ben moi, je t'avoue que c'est des phrases qui sont dites de manière machinale, sans réfléchir, Exactement. mais quand tu es dans le creux de la maladie, c'est des phrases qui sont vraiment... Il faut repenser à ces phrases qu'on connaît tellement. Complètement anodines, mais en fait, elles sont d'une puissance. En fait, ça rappelle cette phrase que je te disais en italien tout à l'heure. Ouais. L'esperanza è la ultima cosa che muore. Ça veut dire l'espérance, c'est la dernière chose qui meurt. Et moi, je trouve cette phrase très poétique, très belle. Et je trouve qu'elle est très en lien avec ce que moi je vois dans la réalité de la vie des gens à qui on annonce un jour qu'ils ont un cancer et qui vont essayer de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent, etc. Avec les hauts, les bas, les montagnes russes, enfin tout ce bordel, quoi, tu vois, que ça crée dans la vie. Bon, peut-être que la vie, c'est un peu le bordel aussi, justement, tu vois, je crois. Justement, donc ce bordel est synonyme de vie et non de mort, tu vois, je crois. Alors justement, tu vas nous parler des angoisses de mort. Alors je vois ici dans nos petites notes, c'est très agréable. J'ai une petite bouillotte dans le dos. Là, j'ai ce petit chat là dans mon dos. C'est sa fonction principale, fonction de bouillotte. Mais c'est vraiment, c'est hyper agréable, quoi. Alors j'ai vu ça qu'on chauffe en plus, non ? Ça chauffe. Ah, t'as vu, hein ? Ça chauffe dans mon dos. C'est bien fait la nature. J'entends pas les. Non, pas encore. Ouais. Tu sais qu'il y a des patients du cancer qui disaient qu'ils adoraient la ronronothérapie, je sais pas comment ils disaient, mais les animaux de compagnie, c'est quand même... Tu sais que caresser des chats un petit peu tous les jours, ça réduit les risques d'accidents vasculaires, etc. En fait, parce qu'en fait, c'est un côté déstressant. Oh dis donc, on va sourire, on va acheter des chats. Non, mais c'est clair. On ferait bien de sourire aux chats aussi, d'ailleurs. Alors ici, je vois, on a noté, qu'est-ce que la peur ? Qu'est-ce que l'angoisse ? Ouais. Ah oui, alors, c'est vrai qu'on a du mal à faire la distinction entre les deux. Parfois, on dit j'ai peur, ou parfois je suis angoissé, mais en fait, on a l'impression de parler de la même chose. Mais en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Je suis en train de réfléchir, tu vois, j'essaye de me mettre dans une situation, j'ai peur. L'angoisse, ça a l'air plus... Oh, il est parti. Oui, c'est parce que sa mère est partie. Il est parti à la porte. Il va revenir, tu vois. En fait... l'angoisse a l'air d'être plus profonde que la peur. En fait... Au fond, la peur, c'est un mécanisme adaptatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose d'adapté. Tu vas dans la forêt... C'est le fight or flight mode, quoi, en fait. En fait, c'est une réaction... cerveau reptilien. Oui, complètement. Ça, oui. C'est-à-dire que mon chat, par exemple, si je fais un énorme bruit, là, il va s'enfuir en courant parce que il pense que je vais vouloir le saccager, tu vois, j'en sais rien. Et là, d'ailleurs, il va commencer à... Enfin, là, je fais de l'anthropomorphisme. J'attribue des intentions à mon chat, c'est pas bien. Non, mais... Très clairement, la peur, c'est vraiment effectivement dans notre cerveau reptilien. Mais c'est indispensable. Tu te balades dans la forêt, tu croises un ours, tu t'enfuis parce que c'est adapté. Oui. Il vaut mieux faire ça plutôt que d'aller faire un gros câlin à l'ours, tu vois. Il vaut mieux s'enfuir. Parce que ça, c'est inscrit en nous. Oui, voilà. Parce que toute l'évolution et la sélection naturelle nous a appris qu'on vit plus longtemps. Et du coup, on se reproduit plus aussi quand on fuit, quand on voit un ours dans la forêt. Très bien, ça c'est la peur. Une maison qui brûle, on s'enfuit. Voilà. Mais exactement, tu vas pas te dire on est bien au chaud ici. Voilà, c'est une réaction adaptée.
L'angoisse, c'est beaucoup plus tordu. Ça, c'est vraiment la façon dont notre cerveau s'est développé aussi, c'est-à-dire le cortex, tu vois, le néocortex surtout d'ailleurs, cette espèce de couche d'intelligence, entre guillemets, parce que c'est un cadeau empoisonné, hein, cette intelligence en fait, et ce qui nuit parfois à la naïveté d'ailleurs, cette intelligence qui nous fait envisager plein de scénarios, là, tu sais, dont on parlait tout à l'heure sur les angoisses. C'est-à-dire que là, si on reprend l'exemple de l'ours dans la forêt, tu habites à 50 km d'une forêt. Tu as entendu dire qu'il paraît qu'on aurait vu des ours éventuellement. Et puis là, tu te dis, ah oui, mais on m'a dit qu'on avait vu des ours. Et puis, tu te dis, mais waouh, mais peut-être qu'un ours pourrait sortir de la forêt et venir dans mon jardin et m'attaquer éventuellement. Et là, ça, c'est de l'angoisse. Parce que du coup, tu vas avoir peur de sortir dans ton jardin alors qu'il n'y a pas d'ours. L'ours, il est juste dans ta tête. C'est ça la grosse différence entre la peur et l'angoisse. La peur, c'est une peur avec objet. En fait. L'angoisse, ça revient tout le temps. Bah, ça revient tout le temps parce que systématiquement, on se confronte à quelque chose qui n'arrive jamais. C'est ça c'est intéressant. J'invite tout le monde à revenir sur des scénarios anxieux qu'ils ont pu avoir. C'est-à-dire que comme rien ne se passe jamais comme prévu, même quand ça se passe mal, ça se passe jamais comme on l'avait imaginé. C'est-à-dire que même quand tu penses que ça va pas aller pour ça, bah en fait non, ça se passe d'une autre façon. Et puis finalement, c'est pas si terrible que ça. Parce que quand tu vis les choses dans le présent, c'est moins terrible que quand tu les vis dans ton imagination. Parce que Pascal aussi disait l'imagination est un feu divin, enfin un truc comme ça. Ça veut dire que l'imagination amplifie tout. Et d'ailleurs, il y a un exemple que je prends assez souvent, peut-être que les gens de notre génération connaissent le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, oui. Mais le génie de ce film et le génie de Spielberg, ça a été de ne quasiment jamais montrer le requin. Parce que ce qui fait très peur, c'est ce que tu vois pas. On l'a jamais vu, on a juste vu l'aileron, quoi. Oui, on voit juste l'aileron. Et puis à la fin, on le voit. Et d'ailleurs, on voit que c'est en carton. Enfin, c'est pas très bien fait. Mais pendant tout le film, ce qui fait peur à tout le monde et ce qui a traumatisé des générations de gens, c'est qu'en fait, chacun se fait sa propre représentation du requin. Et on entend la petite musique, là. Oui. Tu sais on s'en souvient. C'est une astuce c'est une astuce de réalisateur de te mettre en position subjective où on voit la caméra au fond de l'eau, etc. Du coup, c'est terrible. Parce qu'en fait, chacun se fait sa propre vision du requin. Forcément la pire. C'est ça que fait l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, la peur sans objet, c'est ça qui est l'angoisse. C'est la peur d'un scénario à venir qui ne viendra peut-être jamais. Eh bien, en fait, t'imagines forcément le pire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et chacun son pire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu te recentres, et c'est là tout l'intérêt parfois de faire, on parlait des soins de support tout à l'heure, l'intérêt, alors peut-être de voir un psy, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, faire du yoga, faire de la sophrologie, faire de la méditation. Il y en a qui n'aiment pas la méditation, mais peut-être ils vont essayer de faire de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. Alors après, je suis désolée, je fais parfois un peu l'avocat du diable, mais quand l'angoisse est très, 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 très installée... Bon, j'ai déjà eu des angoisses très, très, très installées, des angoisses de ne pas dormir... Enfin, voilà, on n'est pas médecin là, mais parfois il y a des aides un peu pharmacologiques pour sortir de là quand même. Hein, ah bah tout à fait. Il y en a qui sont dans des angoisses. Tu as raison de le préciser parce qu'en fait, il y a aussi une suspicion par rapport aux médicaments. Moi, je vois parfois des gens qui veulent pas prendre de médicaments parce qu'en fait, ils disent oui, mais j'ai peur de devenir dépendant. Tu sais, il y a un truc qui existe avec les médicaments. Hein. Bon, ou des fois, on peut devenir... Parce qu'évidemment, ça marche bien, ces médicaments. J'ai écouté tous les podcasts possibles et imaginables sur la peur des journées de contrôle, Scan Anxiety en anglais, parce qu'il n'y en avait aucun en français. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire 2. Et j'aimais bien, c'était un psychiatre qui commentait et qui disait, si à un moment donné, il disait en anglais, vous êtes plus humain, you're not a human. Enfin, il disait que la personne devenait complètement... Elle savait plus gérer cette anxiété ou une personne métastatique ou savait plus gérer cette angoisse. À un moment donné, il y a des gens qui peuvent prendre un petit Xanax pour s'aider, pour passer à travers, quoi. Il faut saisir toutes les cordes qu'on a à son arc. C'est-à-dire que ça en fait partie aussi. Voilà. Moi-même, tu sais, je reconnais toute l'étendue de mon impuissance. C'est-à-dire que moi, des fois, je vais voir quelqu'un et je vois bien que je peux pas faire grand-chose. C'est une crise, quoi. Parce que c'est une crise d'angoisse et que tout mon boulot de psy, ça va être d'aller voir les médecins et de leur dire, je pense que là, ce serait... Alors c'est bien parce que ça peut se faire plus vite que de passer par le généraliste, etc. Parce que là, les médecins peuvent prescrire directement dans le service. Moi, je prescris pas de médicaments, mais encore une fois, je les oriente et je leur dis, là, tout est bloqué. Et tu peux pas faire de travail. On peut même pas bosser psy, ensemble. En fait, Voilà, c'est ça, parce que il faut vraiment faire une sorte de reset. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, et là, effectivement, les médicaments vont être d'une aide très très précieuse. Et il faut surtout pas se fermer à ça, parce que
Il y a des gens... Alors moi, des fois, j'ai l'impression même d'être presque, tu sais, commercial pour un labo, parce qu'en fait, parfois, je vends un peu cette solution du médicament, parce que les gens me disent, moi, il y a quelqu'un dans ma famille qui a pris des médicaments pendant 20 ans, et en fait, il est devenu dépendant, etc. Parce que ça existe aussi, ça. Mais en fait, c'est pas du tout la question, là. La question, c'est de savoir... On gère une crise. Quoi. Voilà, faire feu de tout bois, prendre tout ce qui est à notre portée pour augmenter sa qualité de vie, s'aider, parce que c'est de la souffrance, des crises d'angoisse comme ça, il faut pas se le cacher. Évidemment, c'est beaucoup de souffrance. Et en fait, quand tu prends ça, il faut pas oublier que c'est encadré, qu'il y a les médecins, qu'il y a le psy aussi, du coup, qui est de la partie, qu'il y a tous les soignants. Et donc, on va pas donner de la drogue, tu vois, en bas d'une cité à la sauvage. C'est pas du tout ça. Mais, par contre... Le fait de prendre ça pendant un petit temps, ça va permettre de revenir à un niveau de base. Et là, éventuellement, après, de pouvoir travailler sur ces discuter angoisses. avec le psy. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, il y a des moments où, effectivement, je me rends compte que, ne serait-ce que le sommeil, par exemple. Mais oui, parce qu'on en a parlé, là, le petit vélo et le manque de sommeil. Parce que là, on est en train de parler d'angoisse. Quoi, hein, donc, oui. Ce qui augmente les angoisses aussi, tout simplement. Tu sais, la base de la psychologie, c'est quand même le sommeil, finalement. Parce que si tu passes ton temps à angoisser, et que tu vois pas d'issue à ces crises d'angoisse, et qu'en plus tu ne dors pas, hein, comme tu me disais tout à l'heure, donc normalement la nuit c'est fait pour dormir, et pour le cerveau c'est pas anodin, c'est une restructuration de plein de choses, il se passe plein de choses pendant que tu dors. Bon, mais là imagine, tu penses déjà toute la journée, en plus tu penses aussi toute la nuit, et au lieu de dormir tu penses, le petit vélo, tu t'angoisses, tu fais du petit vélo tout le temps, voilà. Généralement la nuit tu angoisses. Hein. Et la nuit en plus, parce que la nuit c'est particulier. Très particulier la nuit. Hein. Métaphoriquement, enfin moi c'est comme ça que je me l'explique, hein, c'est pas moi qui ai raison, hein, mais je veux dire, en fait la nuit, métaphoriquement, tu vois pas loin. Tu sais, parce que la nuit tombe, et donc tu vois pas... Là on voit par exemple, là tu vois... de l'autre côté. Perspective, en fait, on n'a pas de perspective, et en fait tout nous rappelle dans l'environnement naturel que la nuit... c'est l'incertitude, on ne sait pas ce qu'il y a à 10 mètres, voilà, si c'est pas éclairé, ça met bien c'est évidemment... Marrant, tu dis ça parce que moi, quand j'angoisse la nuit, j'allume la lumière. Et c'est pas pour rien. Le truc, et les enfants aussi font ça, tu sais, des fois, ils veulent dormir avec la lumière allumée, parce qu'en fait, pourquoi ? Au nom des dents de la mer. Parce qu'on a beaucoup plus peur de ce qu'on ne voit pas, encore une fois. Mais ça, en effet, on peut comprendre que si on est en disposition de le comprendre et que notre cerveau, il est relativement frais. Quand tu passes plusieurs nuits d'affilée ou même une à ne pas dormir, évidemment ton cerveau est en surchauffe, hein, c'est facile à comprendre. Le petit vélo qui tourne tout le temps, ou le moteur qui est en sur-régime, comme je dis des fois. Pas très poétique, mais bon, on s'en fout pour cette fois. Et du coup, le lendemain, tu manques de discernement parce que tu n'as pas bien dormi, donc tu n'as pas les yeux en face des trous, comme on dit. Et puis, du coup, tu vas angoisser encore un peu plus. Et puis, tu vas encore moins avoir de discernement pour lutter contre les angoisses de la journée. Et ça va commencer à se transformer en cercle vicieux, cette histoire. Donc, il y a même des fois où ça peut être des anxiolytiques, mais des fois, moi, je vais voir les médecins et je leur explique, je leur dis, écoutez, ce serait bien que cette personne-là, elle fasse 2 nuits de sommeil complet, quoi. Voilà, avec un petit médicament, avec un truc, même si c'est pas le même type de sommeil, etc. Il faut juste que cette personne dorme. Tu sais, dans le podcast avec la palétothérapeute, elle disait parfois... C'était étonnant, elle disait des gens en soins palliatifs qui dormaient mieux la journée parce qu'ils entendaient toute la vie autour d'eux. Et oui. Et le soir, ils dormaient pas, donc ils avaient inversé leur truc. Ouais. Et donc, on les mettait sous hypnovel pour qu'ils récupèrent un petit peu et qu'ils arrêtent d'angoisser de la mort et tout ça. Donc, c'est une trop grande souffrance d'angoisser comme ça. Je veux dire, il y a une dose d'angoisse qui est évidemment inhérente à la vie, qui est inévitable, mais il y a quand même une dose d'angoisse dans ces situations-là qu'on peut évidemment soulager. C'est normal. Alors, puisqu'on parle de l'angoisse de la mort, tu vois ici, j'avais noté, nous pouvons devenir des dictateurs de nous-mêmes, donc à nourrir cette angoisse. Et tu as parlé enfin, c'est dans ton livre, en fait, que j'ai trouvé ça. Stopper le train de l'angoisse avec la pensée magique. Ah oui. Tu te souviens bien de ça ? Oui. Oui, je ne sais pas si tu voulais en parler aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. En fait, c'est un truc que j'ai encore une fois d'abord utilisé pour moi-même. Je suis mon propre cobaye, en fait, tu sais. Mais effectivement, ça me donnait l'impression... J'avais cette image, parce qu'on fonctionne beaucoup par image, J'avais cette image du train où en fait tu montes dans le train de l'angoisse et puis hop, tu sais, il s'arrête à toutes les gares, hop, et puis une autre gare, et puis en fait à chaque gare il y a une angoisse de plus qui monte, tac. Mais en fait, c'est ça en fait quand tu nourris toute l'angoisse. C'est une chaîne, c'est même presque une certaine logique finalement. Ça te paraît très logique toutes ces angoisses que tu as, ça te semble être même la réalité parce qu'évidemment que comme tu en fais du présent, alors que c'est des situations qui n'existent pas, toi tu les
présentisent d'une certaine façon, parce que tu en fais du présent, tu les vis dans le présent. Parfois, ça peut, tu vois, quand tu as peur de prendre l'avion parce qu'il pourrait exploser, etc., tu vois les images de tous les crashs d'avion que tu as vus dans les films, etc., tu as toutes ces images qui arrivent. Et là, on est vraiment sur une espèce de fil du conducteur. C'est pour ça que le train, ça fait penser à des rails avec des choses qui viennent se rajouter dedans. Et finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus... Enfin, si, il y a plein de choses qui sont efficaces, mais en tout cas, c'est assez efficace de venir glisser une espèce de parasite dans ce long processus bien huilé, tu vois, bien, qui fonctionne très très bien pour t'emmener vers la plus grosse de toutes les angoisses, avec ces fameux mantras dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu viens parasiter cette logique avec un truc qui vient te mettre le doute. En fait, il y a une phrase que j'aime bien aussi, avoir confiance, c'est douter du doute. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait comprendre qu'effectivement, quand tu doutes de tout, de la réussite du traitement, de ta vie future, en fait, peut-être que tu peux insérer du doute dans ce doute. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, parfois, c'est avec une petite phrase. C'est, je voulais t'en parler tout à l'heure, cette phrase de Mark Twain. Oui, voilà, c'était celle-là, la deuxième. La deuxième, c'est donc Mark Twain qui a écrit Tom Sawyer et Huckleberry Finn, hein, dans un esprit très particulier, parce que tu sais, c'est 19e siècle, c'est fin du 19e, c'est les philosophes américains, William James. Il y a une pensée philosophique qui rejoint la psychologie, parce que William James était un ami de Mark Twain et il était aussi psychologue, en plus d'être philosophe. Je me retrouve tout à fait là-dedans, mais c'est très méconnu finalement. J'allais dire en Europe, mais non, parce que finalement en Belgique, c'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois. Ah ben tu vois. Voilà. C'est bien ce que je te disais tout à l'heure. Mark Twain disait j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça montre bien à quel point on se crée nous-mêmes beaucoup de problèmes, parce que tous les scénarios anxieux qu'on construit, parfois on dit même je me fais des films. C'est pas pour rien. Hein, c'est complètement ça, quoi. C'est exactement ça. On est le réalisateur de nos propres films. On déroule, on monte dans le train de l'angoisse et on regarde les films dans le train de l'angoisse, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, tout cela n'est jamais arrivé et n'arrivera peut-être jamais. Par contre, on en fait quelque chose de présent. Qui réalise ces films, c'est nous-mêmes au présent. Donc, on souffre. On souffre de quelque chose qu'on est nous-mêmes en train de créer. Et donc, j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, bien prendre conscience que tout cela, et ça peut être un mantra qui vient parasiter ce train de l'angoisse, tout cela, ça reste dans mon imagination. Et ça le sera peut-être toujours. Oui. Tu vois ? Et comment tu travailles donc typiquement avec une personne qui a été peut-être apaisée par un médicament, qui a une angoisse de mort ? Parce que là, je vois aussi dans mes notes affronter nos souffrances et nos peurs. Donc, quand même de les nommer et sûr. de les déconstruire. Et donc, tu viens changer tout ce système, enfin, aider la personne à changer ce système de croyance, à réécrire un peu l'histoire ? En tout cas, réécrire l'histoire, c'est une bonne idée. Réécrire son système de croyance. Mais en même temps, les deux sont liés. Oui. Parce que notre histoire, c'est notre système de croyance. Oui. Une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est celle du Reeves qui dit « Le monde prend la forme de ton regard ». Et donc, ton regard, il vient d'où ? Eh bien, de ton cerveau dans lequel il y a tes croyances. Donc, si tu crois que le monde est pourri, tous les matins, quand tu vas te lever, tu ne vas remarquer que ce qui est pourri dans le monde. Alors qu'il y a aussi de très belles choses, mais tu ne vas pas les voir. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et donc, on est bien là-dedans, surtout qu'il y a quelque chose qui se fait déjà d'emblée, c'est-à-dire qu'au moment de l'annonce, il y a déjà un effondrement de ce système de croyances, puisqu'il y en a une qui fait partie de notre vie pendant très longtemps, ça n'arrive qu'aux autres. Hein, je disais. En s'effondrant, celle-là, elle en emmène plein d'autres. Donc, c'est le moment, j'allais dire idéal, mais c'est peut-être pas bien choisi comme mot, mais en tout cas, c'est un moment donné où déjà, de toute façon, comme il y a quelque chose qui s'effondrait, il y a quelque chose qui va se reconstruire. Voilà. Et donc, la personne, elle se l'explique peut-être pas comme ça, mais de toute façon, elle est en train de se reconstruire un système de croyances. Donc, c'est le moment, en fait, idéal pour venir insérer des mantras comme cela, en se disant, tiens, je sais que je peux agir sur mes croyances et que ça va conditionner ma vie, et que ça va conditionner ma qualité de vie, notamment. Oui. Et que ça va peut-être m'éviter d'être le dictateur de moi-même, comme tu disais, ou dans... C'est toi qui le disais, hein, je te signale. Oui, c'est dans ton livre. Hein, mais... Alors, le dictateur, je disais aussi le bourreau de soi-même. Ouais, oh là là, oui. Ouais, ça c'est vraiment... Imagine la scène. Oui. Ouais. Mais parce qu'on est très fort pour être nos propres bourreaux, ça c'est clair. Oui. Parce que il y a quelque chose un peu de la liberté qui nous échappe. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, on n'est pas libre, parce qu'on n'est pas libre de, je sais pas, tuer tout le monde, par exemple, tu vois ce que je veux dire, évidemment. Enfin, quoique, il y a des gens qui le font, hein, mais
Mais quand même, on est libre justement de penser ce qu'on a envie de penser. Il y a comme une espèce de plafond de verre qui nous est apporté, je ne sais pas par quoi, ou juste notre conditionnement, notre éducation occidentale peut-être, je ne sais pas. Mais il y a ce truc d'une espèce de plafond de verre, tu sais, qui à un moment donné, et ça, c'est ce que me disent beaucoup de gens, comme toi d'ailleurs, hein, toi-même, hein, parce que j'ai bien remarqué que nos discussions m'ont confirmé ça une fois de plus, eh bien, après cette épreuve, et même si cette épreuve elle est encore là, et même s'il y a encore des angoisses, tu es là aujourd'hui, tu es venu de Bruxelles, tu as fait 1 heure de route, on est là en train d'enregistrer, on s'est rencontrés, on a fait plein de visios, ce sont des projets, c'est hyper intéressant, enfin voilà, c'est la vie en fait. C'est la vie qui prime. Et c'est ça, en fait, qui compte. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que... Donc, tu essayes de remettre vraiment de la vie, dans la en vie. fait. Ouais. Donc, dans ses angoisses, dans quelqu'un qui est bloqué dans ses angoisses de mort, de remettre des projets, de remettre de la vie. On parle de la mort aussi. C'est Oui. important de parler de la mort. Il faut en parler. Très important. Oui. Il faut en parler. Parce qu'en fait, si moi-même, j'évite d'en parler, ça va encore une fois mettre un tabou. Encore une fois... Comment je dirais, tu sais, laisser le truc un peu dans l'imaginaire et ça va l'amplifier encore une fois. Non, on parle ouvertement de la mort, ça c'est clair. Donc tu demandes aux patients de parler de la mort. Comment vous envisagez, enfin, est-ce que vous avez peur de la mort ? Oui, oui. À quel moment de la journée ? Eh bien, à tel moment. Oui, c'est ça. Donc tu nommes cette peur. Oui, il faut en parler de façon la plus décomplexée possible. Parce que Socrate disait un autre truc aussi au sujet de la mort. Il revient avec il revient Socrate. Il disait la mort est un épouvantail. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre société occidentale, et peut-être que ça penche dans l'équation de tout ça, on s'interdit beaucoup d'évoquer la mort. Tu vois, c'est pour ça que j'étais bien contente de faire un podcast là-dessus. Parce que, oui, tu sais, moi-même, j'ai une vie avec des amis, de la famille, etc. Et il y a quelques amis qui m'invitent plus à manger parce que parfois, j'ai tendance des fois à mettre les pieds dans le plat et à avoir un peu, tu sais, genre, j'aime bien l'humour noir aussi, tu vois. Mais des fois, je mets les pieds dans le plat et je me mets à parler d'un truc de la mort. Et en fait, les gens me regardent un peu comme ça, comme si c'était interdit d'en parler. Et je crois que ça contribue beaucoup à cette peur, parce qu'évidemment, on a toujours beaucoup plus peur de ce qu'on ne voit pas, encore une fois, et de ce dont on ne parle pas. Tu vois, c'est pour ça que dans les familles, par exemple, parfois, quand il y a des secrets de famille très prononcés, ça prend des proportions gigantesques. Bien sûr. Parce que, en fait, c'est toujours évité, toujours regarder du coin de l'œil. Ça n'est jamais affronté, en fait. Quand tu en parles avec tes patients de la mort, de la peur de la mort, tu sens vraiment qu'il y a un poids qui... Oui, parce que en fait, je peux comprendre, c'est ce que tu me disais aussi tout à l'heure, je peux comprendre que parfois ils vont pas avoir envie d'avoir ces discussions avec leurs proches. Oui. Voilà, donc de nouveau, l'intérêt en fait d'un psy pour parler de... Parce que justement, s'il y a bien un espace où on va pouvoir parler de ça avec quelqu'un, ça va être avec un psy éventuellement, voilà. Ou même ça peut être avec quelqu'un d'autre, parce que je sais que parfois les soignants là, en oncologie, ils sont ouverts aussi à la discussion. Hein, donc, et puis les gens veulent pas forcément voir de psy, mais ils vont quand même parler. Donc ils vont peut-être parler à l'infirmière par exemple. Et du coup, moi mon boulot après, ça va être d'aller discuter avec l'infirmière de ce qui s'est dit et puis éventuellement de l'orienter un petit peu si elle en a besoin, parce que si ça se trouve, elle se débrouille très bien toute seule. Hein. Ça peut vraiment plomber certaines personnes, hein. C'est terrible. C'est surtout les quelques jours qui précèdent les journées de contrôle où on a vraiment l'impression qu'on est dans une loterie vie-mort en fait. Hein. C'est ça, oui. Donc ça c'est compliqué. Est-ce que l'hypnose aide fort pour cette peur de la mort ? Moi je trouve que oui. Et surtout d'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de choses de l'auto-hypnose, tu sais, on commence à entendre parler un peu de ça. Depuis tout à l'heure, on en parle à demi-mot, en fait, parce que quand on parle de mantra, se répéter... c'est de l'auto-hypnose, en fait. C'est d'auto-hypnose dont on parle, en fait. Il y en a qui appellent ça de la prière, aussi, parce que parfois, il y a des gens qui, eux, vont aller, par exemple, dans une église, et vont faire des prières, et ils vont dire que ça leur fait du bien. En fait, il y a quelque chose de l'ordre... Tu sais, l'hypnose, on appelle ça aussi les états modifiés de conscience. C'est-à-dire que notre cerveau a besoin de ne pas être tout le temps sur le même mode. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du train, on parlait d'un moteur, on parlait de... Bon, si tu fais tourner un truc tout le temps sur le même mode, au bout d'un moment, il se casse. L'hypnose, c'est déjà, pour comprendre très simplement ce que c'est déjà un processus naturel qui existe chez nous tous. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'hypnose un peu aussi, hein. Tu sais, comme on peut avoir peur des psys. Que tu vas faire des trucs que tu veux pas. Voilà. C'est ça. L'hypnose, c'est pas compliqué à comprendre. C'est par exemple quand des fois, tu te perds un peu dans tes rêveries après le repas du midi. Ça, c'est l'hypnose. Oui. Ça veut dire que tu es dans un état modifié de conscience. T'es pas le même que le matin après ton café quand tu prends la route pour aller bosser, où là, tu es activé. Voilà. L'hypnose, c'est aussi quand tu regardes un film. Moi, j'allais dire, si tu regardes, tu es complètement pris. Et tu pleures à la fin, ou tu rigoles. En fait, tu n'es plus dans ton canapé. Tu es dans le film. L'hypnose, c'est ça, c'est une façon d'organiser les voyages de l'esprit. Mais notre esprit voyage en permanence. Hein.
qu'on le veuille ou non. Par exemple, si tu jardines et tu peux être aussi dans un état modifié. Exactement. Là, tu es dans un état tout particulier qui s'appelle le flow, par exemple. Alors, c'est intéressant. Le flow, c'est F-L-O-W. C'est quand tu es concentré sur une monotâche, parce que c'est pas. C'est de la pleine conscience, quoi. C'est un peu ça. J'ai un peu du mal à. Oui, ça ressemble un peu à ça. C'est méditation, hypnose. Mais en fait, la pleine conscience, si tu veux, c'est comme on parlait tout à l'heure de peur sans objet, qui était l'angoisse. La pleine conscience, c'est un peu une conscience sans objet. C'est-à-dire que là, tu pars dans ton imagination, et puis c'est toi qui vas orchestrer les choses en rêvassant, tu vois, à ce que tu as décidé. Bon. C'est très réducteur, mais enfin, c'est pour en parler brièvement. Le flow, c'est autre chose. Le flow, c'est vraiment quand tu es sur une tâche mais physique, faire du jardin, faire un coloriage, faire du canevas, faire de la musique, faire une monotâche. Et là, tu vas pas être dispersé. C'est-à-dire que tu vas vraiment être dans le présent, attentif à ce que tu fais, satisfaisant. Oui. Aussi, évidemment, ça compte. Il faut, quand même. Ah oui. Et là, du coup, tu vas être focus vraiment sur quelque chose. Et là, tu as un état. Et là, il y a un état particulier. Il y a encore une fois une sécrétion de sérotonine, de cytocine. Tu vois, c'est très harmonieux, c'est très vertueux. Et donc, ce flow, effectivement, il y a parfois des étapes de la vie où tu as du mal à le trouver. Parce que des fois, tu sais, par exemple, quand tu es en dépression, ça arrive, tu n'as aucun élan. Par exemple, ton jardin, tu veux le laisser en friche parce que tu dis, j'ai pas le courage. Tu vois. Et des fois, ça arrive que quand tu suis un traitement, au bout d'un moment, tu en as marre. Et puis tu te dis, bon, j'ai pas le courage d'aller marcher. Tu vois, par exemple, il y a des gens, leur truc, c'est la marche, par exemple, aller se balader en forêt ou la randonnée ou ce genre de choses. Et ils veulent plus le faire parce qu'ils avaient l'habitude de marcher 20 km. Et puis là, maintenant, ils se voient pas marcher 20 km. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas la quantité, encore une fois, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de chez... Moi, je les invite à sortir de chez eux pour marcher même 200 mètres. Parce que, en fait, le plus gros sera fait. C'est de les sortir du canapé qui compte. Tu vois ce que je veux dire ? Et comme je leur dis souvent, avec une petite métaphore facile à comprendre, c'est pas les grands changements qui comptent, c'est les toutes petites choses. Et les grandes choses sont faites de plein de toutes petites choses. Et en fait, il vaut mieux, si tu veux aller à Strasbourg, partir à pied à 5 km/h vers Strasbourg, qu'à 200 km/h vers Rennes. Tu vois, c'est facile à comprendre. Il vaut mieux faire ça, parce que si tu t'attends à la quantité de résultats, tu seras forcément déçu. Ce qui compte, c'est pas ça, c'est la qualité de ce que tu vis. Christian Bobin, qui est un poète que j'adore aussi, il disait « L'aventure commence au bout du jardin ». Ça veut tout dire, tu vois. Gardez ça en tête aussi, la poésie aussi, qui est la maîtresse de toutes les sciences, tu sais. Je crois que c'est important, parce que même si la vie peut être brutale avec nous quand même, elle nous ménage pas, en fait. Bon, tant qu'on est en vie, c'est bien qu'on n'est pas mort et que traverser tout ça, peut-être qu'on le comprendra plus tard, mais peut-être que ça a un sens à un moment donné. C'est possible. On ne comprend pas tout au moment où ça nous arrive. Je crois que ça fait un peu partie du jeu, entre guillemets. Ouais. Tu crois ? Je trouve que c'était quand même une belle conclusion, quand même. Merci. Est-ce que tu as envie de dire encore quelque chose ? Moi, j'en ai assez dit, non ? Attends, je t'ai pas saoulé un peu, non ? Pas du tout. Je sais même. Je crois que j'étais vraiment en état d'hypnose. Ah oui. Je sais même pas quelle heure il est. Je sais même pas depuis combien de temps je suis là. Il est 15h37. Voilà. Ça va encore. Écoute, comme dans chaque podcast, où est-ce qu'on peut te trouver ? Bon, c'est peut-être un peu répétitif. Ceux qui auront écouté les 2 premiers, ceux qui ont commencé par le numéro 3, comme ça, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Ils vont avoir l'impression que c'est un mantra aussi. Oui, c'est ça. En fait, j'ai un site internet qui s'appelle lepsychiparle.com et là, on peut retrouver en fait tous mes projets en cours. J'ai mes livres aussi que j'ai sortis. Je suis une idée, Le royaume intérieur, et puis aussi, tu sais, il y a Naître 2 fois. Le titre était assez évocateur. Je l'ai pas choisi par hasard parce que ça peut sembler un peu osé. Mais j'aime bien, moi, des fois, un peu sortir du cadre, comme je te disais. Et j'aime bien un peu la provoque. Et je trouve que c'est moi, ce que j'ai observé souvent, c'est ça. Donc, j'avais envie de l'utiliser. Naître 2 fois, ouais. Naître 2 fois et essayer de transmettre pas mal de choses de ce qu'on s'est dit là au cours de ces podcasts qui, j'espère, pourront filer un coup de main aux gens qui peuvent être dans des situations parfois de désespoir, ce qui peut se comprendre. Oui. Dans ces situations, ça, c'est clair. Mais... j'ai de l'espoir à revendre. C'est peut-être pour ça que je fais ce métier d'ailleurs. Mais bien sûr. Et est-ce que tu te définis comme un optimiste ? Je crois, oui. Mais comme tout bon optimiste qui se respecte, j'ai mes moments de pessimisme. Comme je te disais tout à l'heure, rien n'est absolu.
Pour savoir ce que c'est que d'être optimiste, il faut être allé voir du côté du pessimisme aussi. Pour savoir ce que c'est que la joie, ça aussi, c'est très pascalien. Pour savoir ce que c'est que la joie, il faut bien avoir goûté à la tristesse, tu vois. Parfois, on idéalise un peu une vie parfaite où il n'y aurait jamais de moments d'ombre, etc. Quelle horreur, en fait. Oui, alors évidemment, quelle horreur, évidemment. Premièrement, ça n'existe pas. Et puis deuxièmement, en plus, on se ferait bien chier. Donc effectivement, c'est toujours en équilibre qu'on vit les choses, qu'on expérimente les choses. C'est parce que, effectivement, il y a des moments où je me plains beaucoup, que je me dis, il faut que j'en sorte maintenant, parce que je me rends bien compte que la plainte, ça m'attire au fond de quelque chose, d'un processus, et j'essaie de me donner un coup à moi-même pour me dire, allez, vas-y, change de fréquence. Alors, comment faire ? Change un truc. Change quelque chose. Un petit truc. Hein. Voilà, sors de ton canapé peut-être, et puis va faire du jardin, ou va marcher 200 mètres, ou un tout petit truc. Souvent, c'est un tout petit truc. Et moi, j'ai envie de dire, quand on n'arrive pas à changer ce petit truc, un psy. Et ben voilà, juste, ça peut être l'impulsion. Je trouve que c'est une bonne petite clôture de ces 3 podcasts. Bien sûr. Et donc, le psy qui parle, on peut te retrouver, tu travailles en visio. Ouais. Et moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Oui, c'est intéressant. Je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un psy en 2023 ? Ça peut être aussi quelqu'un qui aide les gens en visio. Et puis des gens qui peuvent être à 6000 km, tu vois, c'est ça aussi, ça permet de Et faire puis parfois c'est facile de pas se déplacer, c'est très réel. Hein, Bien sûr. Enfin, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Surtout quand on est justement coincé au fond du désespoir dans son canapé, c'est quand même moins compliqué de faire une visio, quitte à peut-être un jour se voir en vrai, pourquoi pas. Mais en tout cas, la première impulsion, elle est quand même plus simple. Alors j'ai envie de te poser une question aussi. Je ne t'ai pas posé dans les autres, mais je prends l'exemple d'un patient à qui on propose un oncopsy à l'hôpital. Qu'est-ce que tu peux dire à un patient s'il n'accroche pas spécialement avec son oncopsy ou son psy ? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil ? Bien s'écouter déjà là-dessus. Hein. Ça peut être aussi avec un médecin d'ailleurs. Hein. Oui. Tu vois, donc ça peut être avec toutes sortes de rencontres. Parce que effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est avant d'être une question de diplôme, etc., c'est d'abord une histoire de rencontre. Oui. Et la rencontre, bizarrement, il y a plein de choses qui interviennent dans une histoire de rencontre. C'est un regard, un sourire, une intuition. Ou un truc qui fonctionne pas. Quoi. Un truc qui fonctionne pas. Hein. Ça peut être, il sent la transpiration, ce psy. Tu vois, par exemple. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait, il faut savoir s'écouter. Il faut quand même essayer, je trouve, parce que parfois... ça peut être une première impression et on peut se tromper, mais on dit parfois que les premières impressions sont souvent les bonnes. Et j'ai remarqué que quand même ça arrive souvent. Alors on peut se tromper même dans la tromperie, tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a quand même ce truc il y a toutes ces informations qu'on reçoit en permanence, les comportements non verbaux, toutes ces choses qui nous parlent et celles qui nous parlent pas. J'ai l'impression qu'en fait ça compte quand même vachement dans l'équation. Quand c'est le cas, on n'est pas obligé de voir le psy de l'hôpital. Hein. Si on peut, alors il y a des psys, alors en France, il y a des psys remboursés par la sécurité sociale qui travaillent dans les CMP aussi, etc. On peut en voir un à l'extérieur de l'hôpital, on peut en voir un dans un cabinet, on peut en voir un en visio aussi, pourquoi pas. Voilà. On peut, pourquoi pas, le premier rendez-vous chez le psy, ça peut être un rendez-vous qui n'est pas chez le psy. Peut-être qu'on a besoin d'une étape intermédiaire avant d'aller voir le psy. Ça peut être ce que je te disais tout à l'heure, dans les soins de support. Ça peut être, je sais pas, moi, un acupuncteur qui va être plutôt bon et qui va savoir écouter les gens. Ouais, exactement. J'ai connu des kinés, par exemple, aussi, qui étaient vraiment un peu très bons. Sur les bords, quoi, et qui étaient vachement psy sur les bords, c'est clair. Et qui savaient écouter les gens. Et en fait, quand les gens me parlaient de leur kiné, je voyais bien qu'il se passait largement plus que quelque chose de simplement avec le corps, tu vois. Oui. Il se passait aussi quelque chose avec l'esprit. Bien sûr. Un peu comme aussi, tu sais, les chiropracteurs ou les ostéopathes. Évidemment qu'on comprend bien que là, il y a quelque chose du corps et de l'esprit et du lien entre les deux. Bien sûr. Voilà. Donc, bon, il faut pas se braquer. Tous les psys sont pas pareils. Il y en a des biens aussi, comme on dit. Mais il faut, tu vois, peut-être pas rester sur une impression négative. Essayer avec quelqu'un d'autre. Si ça passe pas avec l'un, peut-être que ça passera avec. Mais c'est bien de le dire pour les médecins aussi, parce que bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des fois quelqu'un qu'on sent un peu froid. Ça peut être quelqu'un qui se protège aussi d'ailleurs. Comme je te disais tout à l'heure, les médecins, c'est pas facile de faire ce genre de boulot non plus. Donc des fois, ils vont être un peu maladroits. Ils vont, voilà. Bon, alors je demande pas aux patients de comprendre les médecins, mais en tout cas, il faut quand même garder ça dans un coin de son esprit. Et puis parfois, si ça passe vraiment pas avec un médecin, il est pas du tout interdit d'aller demander un autre avis médical, de changer. On doit pas subir ça non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Non, il y a déjà assez de choses à subir. Voilà, c'est ça. Bon, Giacomo. Merci pour tous ces podcasts. Merci à toi, Delphine. 1, 2, 3 podcasts enregistrés en une fois. J'ai hâte de les publier.
Et donc, le psy qui parle, j'adore. Ça, je pense je l'oublierai jamais. Et vraiment, merci à toi pour ton temps et C'est pour moi. tous ces précieux conseils. Et À bientôt Delphine. merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.